téléspectateurs de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, le pied de nez de Sitor Ndour à l'association des juristes sénégalaises. Il se dit indifférent des appréciations de l'AJS. Dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher, affirme l'homme politique acquitté par le tribunal. L'AJS espère un inversement du jugement en appel. 5e recensement général de la population, l'ANSD sensibilise les communautés étrangères. Le Conseil des Guinéens du Sénégal est reçu par le directeur général de l'ANSD. Recensement prévu du 15 mai au 14 juin. On vous explique tout. Et puis la journée mondiale du livre célébrée au Sénégal aujourd'hui. Cérémonie au centre culturel Blaise Senghor. L'attraction du jour, Rouge silence de l'auteur Fatoumata Dialloba. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Sitor Ndour se dit blanc comme neige. La vérité a éclaté au grand jour suite à son acquittement. Selon lui, l'homme se dit indifférent des appréciations de l'association des juristes sénégalaises. Nos équipes l'ont rencontré. Fatima Touré, Gervais Yao. 9 mois de détention pour viol sur une jeune fille mineure, puis blanchie par la chambre criminelle du tribunal de Dakar. Sitor Ndour ne va pas oublier de sitôt cet sombre épisode de sa vie. L'ancien directeur du COUD, après sa libération, parle d'un tissu de mensonges pour jeter le discrédit sur sa personne. Il persiste et signe. Aucun dossier médical attestant un viol n'a été présenté devant le juge. Les enquêteurs, tous ceux qui sont intervenus dans le dossier se sont rendus compte que la fille avait menti du début à la fin. D'abord au niveau de l'hôpital Philippe Maguilène Senghor, où elles se sont rendues pour une consultation médicale et les spécialistes ont été formels. La fille n'a pas eu de rapport sexuel, du sperme n'a pas été découvert au sein de son sexe, il n'y a pas eu de traces de sang, de violence sexuelle, de germes pathogènes. Toutes les recherches faites pour certifier d'un rapport sexuel se sont avérées vaines. Mais puisque la maman de la jeune fille insistait pour dire que ah oui, le médecin m'a dit que elle a été violée, ce que le médecin a nié d'ailleurs, puisque le médecin n'a jamais écrit quelque chose comme ça. Mais les gendarmes chargés de l'enquête ont amené les dames là vers un autre hôpital, le CTO. Des spécialistes ont fait le même travail, ont abouti aux mêmes conclusions. Des enregistrements audio avaient pourtant fuité au tout début de l'affaire. Des audios qui semblaient enfoncer le responsable de la mouvance présidentielle, mais pas suffisant pour le juge d'appliquer les 10 ans de réclusion criminelle demandés par le procureur, nous dit-il. Puisque moi je tenais coûte que coûte à défendre mon honorabilité, un début comme ça, sur une autorité, sur un père de famille, sur un notable de ce pays, ça ne pouvait que me nuire. C'est dans ce sens que j'avais proposé de l'argent. C'est dans ce sens. Je n'ai pas proposé de l'argent. Je n'ai pas parlé de somme d'argent. Venez, on va négocier et je ferai ce que vous voulez. Mais s'il me disait, si ces dames-là me répondaient, d'accord, on vient, j'allais leur revenir avec le certificat médical. Et ce certificat médical, je l'aurais vérifié. Et elles savent pertinemment que si ce certificat médical ne m'accable pas, elles ne peuvent rien avoir à mon niveau. Depuis sa libération, des organisations féminines, notamment l'Association des femmes juristes du Sénégal, sont montées au créneau pour dénoncer la décision du juge, qu'elles considèrent injuste. Sitor Ndour dit ne pas être ébranlé par ces agitations. Ça me laisse absolument indifférent. Elles pensent être dans leur rôle. Même quand on est une association qui défend des intérêts, il faut défendre ses intérêts d'abord objectivement. Ensuite, quand la justice de votre pays se prononce, le minimum de civisme et de citoyenneté dicte qu'on accepte le verdict. S'il y avait une seule preuve qui m'accable, aujourd'hui je serais en prison pour 10 ans. Retenons que cette affaire n'a pas encore livré tous ses secrets. Un second round est prévu parce que le parquet ainsi que la partie civile ont interjeté appel. Sitor Ndour, pour sa part, ne compte pas se laisser faire. D'ailleurs, il annonce 2 plaintes dans les 48 heures à venir contre Gabriel Kane et la maman de la supposée victime.
pour diffamation. Et pour la présidente de l'Association des juristes sénégalaises, l'acquittement de M. Ndour est surprenant. La JS espère un inversement du jugement en appel. Voici Madame Abi Diallo. J'ai été très surprise par le verdict qui a été rendu. Nous ne le commentons pas, mais nous exprimons notre surprise et un peu notre inquiétude par rapport à l'application de cette loi 2005 du 10 janvier 2020. Parce que cette loi-là, elle était censée décourager vraiment les auteurs de ces violences sexuelles, surtout sur les mineurs. Mais nous voyons que depuis 2020, son application n'a pas l'air de dissuader les criminels sexuels. Et on pense que nous devons lancer ce cri d'alarme et alerter très tôt, pour que cette loi ne tombe pas en désuétude, ne tombe pas dans l'inapplication. Elle doit être appliquée à tout le monde. L'AGS, je vous ai dit, depuis le départ, a encadré cette petite et sa mère. L'AGS a commis un avocat. C'est l'avocat de l'AGS qui défend la petite, c'est Maître Ndeye Fatou Touré. Elle a interjeté appel et nous suivons la procédure. Nous attendons le jugement en appel en espérant que le droit sera ok. La décision sera rétablie dans le sens que nous souhaitons. Garde à vue du journaliste Babacar Touré, des hommes de médias s'insurgent contre l'arrestation récurrente de journalistes au Sénégal. Ces professionnels des médias prônent une presse libre et indépendante. Cher Diop Gerveyao. Certains journalistes sont dans les liens de la détention, d'autres convoqués par la police sénégalaise. Ces hommes des médias jugent que c'est une atteinte à la liberté de la presse. Vouloir tout le temps amener les journalistes devant la justice ou bien les convoquer tout le temps, à la fin on a l'impression que ça ressemble plus à de l'intimidation qu'à autre chose. Je pense qu'actuellement nous sommes dans une période charnière. Le 3 mai, comme vous le savez, sera la journée internationale de la liberté de la presse. La liberté de la presse suggère également la liberté d'expression et de ton. On ne peut pas imposer à un journaliste la manière dont il doit parler. Et nous avons remarqué également qu'il y a eu aussi une série d'attaques physiques sur la sécurité des journalistes aussi. Il y a une succession d'événements, disons malheureux du point de vue du monitoring de la liberté de la presse dans un pays comme le Sénégal, qui ne nous avait pas montré un tel visage depuis quand même très, très fort longtemps. Et cela, nous avons toujours plaidé que c'est assez anachronique dans un pays où, par exemple, la liberté de la presse a toujours été garantie par des textes. Et dès l'instant que maintenant on commence à convoquer à tout va des journalistes, c'est quand même regrettable. Selon le directeur du bureau Afrique de Reporters sans frontières, ce n'est pas seulement au Sénégal que les journalistes sont emprisonnés, surtout en temps de période préélectorale. Dans tous les pays, la quarantaine de pays dans lesquels nous travaillons, c'est quand même une très lourde tendance. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons monté notre projet élection en Afrique. Il y a les périodes électorales charrient beaucoup d'attaques, de persécutions, d'arrestations, de détentions arbitraires de journalistes, et souvent soit de la part d'acteurs étatiques ou bien d'acteurs politiques de tous bords. Alors, une mobilisation de la presse s'impose pour lutter contre les arrestations des journalistes. ACAP doit aussi multiplier ses efforts. Il y a le CORED, comme je l'ai dit tantôt, et il y a d'autres cadres qui sont en train de s'organiser, comme notamment les assises nationales de la presse, qui permettront peut-être de délimiter un cadre qui va permettre aux journalistes d'exercer leur métier dans un peu plus de calme, je dirais. Et ça devrait pouvoir se faire de la manière la plus inclusive possible avec les autorités, parce que c'est important, mais également avec tout ce que les journalistes, le pays compte de journalistes qui ont quelque chose à apporter en termes d'input, en termes de contribution, y compris les doyens. Je rappelle, le journaliste Moustapha Diop de Walfadjri sera entendu ce jeudi dans le cadre de l'émission Balance avec l'arrestation d'un de ses animateurs, Pape Ndiaye, pour outrage à magistrat, entre autres délits. Le journaliste Babacar Touré de Kewlo est aussi auditionné ce mercredi par la division des investigations criminelles, suite à la plainte déposée contre lui par l'ex-policier Frédéric Napel.
Le journaliste Babacar Touré donc, qui a été placé en garde à vue. Le dégagisme m'attriste. L'ambassadeur de France à Dakar se dit attristé par le combat que mène le mouvement France Frappe Dégage. En marge de la quinzaine de l'Europe, Philippe Lalliot évoque davantage en partenariat entre deux pays qui se respectent. Le représentant du Quai d'Orsay a aussi expliqué les raisons des lenteurs dans le traitement des dossiers de demande de visa au consulat de Dakar. Compte rendu d'Issa Prera. Un mois et demi à peu près. La question lui a été posée par un journaliste sénégalais et la réponse a été claire. Philippe Lalliot croit qu'un total désaccord avec le mouvement Frappe France Dégage donne une toute autre conception des relations franco-sénégalaises. Je vous dis ça parce que si sur ce fond-là, vous mettez un mouvement comme Frappe France Dégage, moi la première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que ça m'attriste. Ça m'attriste parce que je pense que ça n'est pas ainsi que je conçois les relations entre deux grands pays qui se connaissent si bien, qui s'apprécient tant, que sont le Sénégal et la France. Et j'ai, pour ce qui me concerne, et je crois que c'est le cas bien sûr du gouvernement français que je représente ici, mais aussi des autorités sénégalaises, j'en suis sûr, c'est très éloigné de la manière dont nous concevons nos relations. Nous la concevons non pas sur le mode du dégage, mais travaillons ensemble. En marge de la quinzaine de l'Europe célébrée au Sénégal, l'ambassadeur de France à Dakar est aussi largement revenu sur les questions des demandes de visa, engorgement des services consulaires, lenteur dans le traitement des dossiers, entre autres raisons évoquées. C'est qu'il y a cette demande supplémentaire qui vient s'ajouter aux demandes que j'évoquais avant. Pour vous donner une idée de cette demande particulière, cette année, on sait d'ores et déjà qu'on va devoir traiter à peu près 11 000 demandes de visa. C'était à peu près entre 9 et 10 000 l'année dernière. Donc cette demande qui est déjà très importante, en plus, elle continue à augmenter. Je dois dire tout de suite que ça n'est pas une mauvaise nouvelle pour nous. Au contraire, c'est une bonne nouvelle. Ça mesure l'attractivité de notre pays et le souhait qu'ont les gens de voyager, de circuler vers la France, mais également vers d'autres pays de l'Union européenne. Pour rappel, rien que pour l'année 2022, près de 17 226 demandes de visa pour la France ont été accordées à des citoyens sénégalais. Merci d'Issa. Révision des listes électorales. Ce n'est toujours pas le grand rush à Matam. Dans les départements, des responsables de PASTEF s'interrogent sur le nombre impressionnant de commissions mobiles. Ils dénoncent également l'arrivée de citoyens mauritaniens. Explication Ali Bandelian. Quelques jours après la sortie du président de la CEDA de Matam, appréciant le bon déroulement des opérations, un des responsables de PASTEF monte au créneau pour dénoncer des irrégularités dans la révision exceptionnelle des listes électorales. Barka Sissé, qui s'interroge sur le nombre impressionnant de commissions mobiles, dénonce également l'inscription massive des citoyens mauritaniens. Ça nous a tous surpris parce que Matam, c'est une ville qui n'est pas aussi grande que ça. Créer une commission qui va faire le tour des quartiers, c'est un peu douteux. C'est douteux dans la mesure où ce sont des choses qui se tiennent dans des quartiers, peut-être même avec les représentants des partis politiques, mais nous pensions que pour plus de crédibilité, pour plus de démocratie, pour plus de transparence, les gens ont la possibilité de déplacer au niveau de la préfecture, malgré que même certaines personnes qui sont venues, ce sont des gens qui ont été transportés par les autorités locales du parti, du camp du pouvoir, qui ont fait amener des gens de la Mauritanie, des gens qui ne sont pas des Sénégalais, qui sont inscrits pour devenir des votants au niveau du Sénégal. Vous savez ce qui se passe ici à Matam, les gens font tout pour bloquer les jeunes. Parce que loin de l'idée la plus partagée que le Fouta et le titre foncier du président Macky Sall, les jeunes aujourd'hui sont tous investis pour qu'il y ait des changements au niveau du Fouta. D'affirmation gratuite selon Souleymane Ndiaye, le préfet de Matam. Je n'ai pas eu écho de ça, non seulement je n'ai pas eu écho de ça, et je ne saurais répondre à cette question parce que c'est des choses que, voilà, je n'ai aucune preuve pour dire que si c'est vrai ou c'est pas vrai, etc. S'ils ont la certitude de ce qu'ils avancent, ils peuvent se rendre au tribunal. Sur les 21 commissions administratives, 11 sont mobiles et ventilées dans toutes les communes. Une démarche significative si l'on en croit à l'autorité administrative. C'est que nous avons jugé nécessaire que un mois tronqué par
des jours fériés et des dimanches, nous avons jugé nécessaire de mettre en place ces commissions-là pour permettre à tout le monde. Ce sont les véritables motivations de la mise en place de ces commissions-là. Si l'on retient ce manque d'affluence depuis le début du processus vers les commissions, il est également à retenir ce faible rythme de retrait des cartes nationales d'identité. À ce jour, plus de 2950 cartes sont en souffrance dans le département de Matam. Dans l'actualité politique toujours, le départ de la députée Réumi Marietou Dieng de Benno Bokk Yakaar va certainement faire perdre la majorité absolue à ce groupe parlementaire. Il va impacter également le vote des lois organiques et constitutionnelles. C'est un éclairage de Babacar Gaye. En revanche, l'ancien ministre, ancien député, soutient que le vote des lois simples ne souffrira pas de ce départ. Le voici avec Chérif Dia. Marietou Dieng, la députée issue des rangs de Réumi, va enlever au groupe de Benno une majorité absolue. Ils n'auront plus 83 députés, mais juste pour voter des lois organiques et certaines lois constitutionnelles. Par contre, avec 83 députés, on peut toujours avoir une majorité pour faire passer des lois simples. L'essentiel des dispositions du code électoral et qui gouvernent même le pays sont des lois simples. Au demeurant, l'opposition, de manière politicienne, est en train de faire croire à l'opinion publique que la perte de ce député peut engendrer un déséquilibre institutionnel à l'Assemblée, ce qui n'est pas le cas, pour plusieurs raisons. D'abord, il n'est pas évident que l'opposition soit un seul bloc monolithique. Il y a plusieurs oppositions à l'Assemblée nationale. Il y a d'abord les députés de Yewwi, il y a les députés de Wallu, surtout il y a d'irréductibles non inscrits qui jamais ne pourront faire cause commune avec certains membres de Yewwi Askan Wi. Qui plus est, pour que l'Assemblée nationale, je veux dire l'opposition parlementaire, puisse faire prospérer une proposition de loi, naturellement, il faut la complicité de la majorité présidentielle, et particulièrement du président de la République. Dans l'actualité également, le 5e recensement général de la population qui aura lieu du 14 mai au 15 juin prochain. L'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, a rencontré la communauté guinéenne résidente à Dakar. L'ANSD espère que les ménages vont se prêter à l'exercice. Compte rendu de cette rencontre, Fatou Bintou Conté. Dans le cadre du 5e recensement général de la population, l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, a reçu la communauté guinéenne à travers son conseil des Guinéens du Sénégal. On a voulu, à travers la communauté guinéenne, sensibiliser toutes les communautés étrangères qui vivent au Sénégal pour qu'ensemble, nous réussissions ce 5e recensement qui compte donc démarrer le 15 mai jusqu'au 14 juin. Les sensibiliser afin qu'ils soient des relais auprès de leurs compatriotes. Et d'être prêts techniquement, une autre, et que les interviewés, les ménages se prêtent à l'exercice. Et pour cela, nous avons besoin de relais. Leurs 21 antennes présentes à travers le Sénégal, ces Guinéens vivant parmi nous comptent jouer leur partition dans ce recensement. Je vous dis, il y a des antennes du conseil partout. Nous allons toucher tous les membres du conseil. Parce que le conseil est composé de 21 membres. Mais il y a les représentants des conseils partout dans le Sénégal. Donc, dans ce contexte, nous allons sensibiliser tous les membres du Conseil de faire le travail. Un recensement qui a coûté à l'État plus de 23 milliards et emploie 32 500 agents recenseurs. Le recensement est très riche en informations. C'est les conditions de l'habitat, c'est l'immigration, c'est les conditions de santé, c'est le handicap, c'est beaucoup de choses à analyser et cela va coûter sur le budget de l'État 23 milliards. 32 500 agents recenseurs qui sont actuellement, au moment où nous parlons, qui sont en train d'être formés et qui seront déployés sur le terrain à partir du
du 15 mai. Dans le cadre de ce recensement de la population, un centre d'appel a été mis en place par l'ANSD afin d'aider au recrutement et à la formation des agents recenseurs. Dans le 5e recensement, comme vous le savez, les candidatures ont été lancées depuis un certain temps. Et comme la formation démarre, on voulait s'assurer que tous les AR qui ont été retenus sont toujours disponibles pour pouvoir nous accompagner dans ce projet qui est d'une envergure extraordinaire. Donc pour s'assurer de leur disponibilité, on a jugé nécessaire d'utiliser ce centre d'appel pour les rappeler, pour voir est-ce qu'ils sont prêts à aller avec nous dans ce projet aussi important. Il est prévu pour une durée d'au moins le recensement de la population. La 5e du genre verra certainement la population sénégalaise connaître une hausse. Merci Fat Bintou. Reconstitution du capital semencier. Le ministère de l'Agriculture et l'ISRA élargissent la production des semences de pré-base dans les fermes Anida. Cette initiative permet non seulement d'accélérer le processus, mais il va également garantir le travail aux jeunes qui s'activent dans ces exploitations. Le ministre de l'Agriculture était à Louga pour visiter ces fermes. Tchernofal. Le ministère de l'Agriculture et l'ISRA, en collaboration avec l'ANIDA, ont lancé un programme de reconstitution du capital semencier dans les fermes Natangé installées dans différentes localités. Le cycle de semence est assez long. On ne peut pas compter uniquement sur la pluie pour pouvoir développer ça dans un délai court. Ça va nous aider à disons, reconstituer plus rapidement le capital semencier. C'est ça aujourd'hui la réalité. Et je pense que nous pouvons le faire sur ces 3 spéculations, mais peut-être même sur d'autres. Les fermes qui ont été choisies pour ce programme seront utilisées comme des centres de production de semences de pré-base. L'objet, c'est de sortir la production de l'ISRA pour les amener dans les fermes où nous avons de l'eau, où nous avons également tous les équipements et nous avons également les hommes et également un marché assuré pour les producteurs. Voilà ce qui justifie déjà ces premières récoltes que nous envisageons déjà. D'autres initiatives ont été également prises par le gouvernement pour améliorer la qualité des sols, mais également lutter contre les ravageurs qui contribuent considérablement à la baisse de la production. L'année dernière, nous avons eu d'abord des baisses de rendement sur la production de niébé dans la région de Louga, dues à des attaques et également à la qualité des sols. C'est pourquoi cette année, nous avons envisagé d'augmenter le volume d'engrais pour améliorer la fertilisation des sols. Mais mieux, dans ces programmes agricoles que le président nous a accordés, nous avons augmenté également les fonds destinés à la direction de la protection des végétaux pour leur permettre de mieux se préparer également à la lutte dès la tombée de l'hivernage. Le ministre de l'Agriculture était dans la région de Louga pour visiter les parcelles de niébé cultivées dans les fermes de Guéoul, de Palen Mafal et de Gouyarsar. L'actualité, c'est aussi le décès du professeur Malick Ndiaye, levée du corps effectué ce matin à la grande mosquée de Mermoz. Selon les témoignages, il était un grand intellectuel, un homme bon tout simplement. Voyons tout cela avec Mamadou Fall. Sociologue dans l'âme, Malick Ndiaye s'en va laissant derrière lui une famille attristée. La sirène du corbillard rappelle à tout le monde que notre passage sur Terre est éphémère. Prof pour les milliers d'étudiants formés et patriote pour tous ceux qui l'ont côtoyé, Malick Ndiaye demeure un exemple pour la nation sénégalaise. Un homme de vérité. C'est-à-dire, lui, il n'était pas... Il ne parlait pas par passion seulement. Parce que Hegel disait que rien de grand ne se fait sans passion. Mais au-delà de la passion, moi je voyais quelqu'un qui pouvait alerter quand il le faut et qui pouvait montrer son attachement pour le camp auquel il a appartenu. Et je retiens aujourd'hui un homme qui a eu une affection considérable pour notre leader politique, le président Macky Sall. Universitaire, acteur politique, amis proches, tous lui ont rendu un dernier hommage. Ñun ñëpp dañuy dem waaye la ci ëpp solo mooy lañ lay seddal lañ ko seddal nag sedd na sunu xol ñun ñi ay xaritam ndax wax nañ ne ku ñeme woon dëgg la ku jub la woon voilà ak ko amoon xam-xam loolu rek a fi am nekk ci àddina dañuy ñaan yàlla xaare ko àjjana yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe parmi les Sénégalais valeureux. C'était un Sénégalais valeureux. Brillant intellectuel, un Sénégalais qui a toujours réclamé sa sénégalité, je dirais, son africanité malgré sa dimension intellectuelle
c'est aussi un parent du Jolof, mais c'est quelqu'un qui a été dans tous les combats pour la démocratie. Le professeur Malick Ndiaye repose désormais à Touba, près de son guide spirituel. Merci Maud. Et on en vient à notre dossier du jour. On s'intéresse à la migration irrégulière et santé mentale. Nos reporters ont donné la parole à d'anciens candidats qui partagent leur vécu, effet de voyage, retour et réinsertion familiale et sociale. Si certains ont réussi à regagner l'Europe, d'autres en revanche sont revenus au bercail, devant faire face au regard de la société. C'est un document réalisé par Ibou Diouf et Lamine Diagne, Tierno Mehdi. Il parle de l'immigration irrégulière. Ce pêcheur pense subitement à cet être cher qui manque toujours à l'appel. Conséquence de ce voyage risqué. Moi qui vous parle, cela fait maintenant 3 ans que je n'ai pas eu de nouvelles de mon frère jumeau. Il avait pris une pirogue pour se rendre en Espagne. Moi aussi, j'ai tenté l'aventure. J'ai même vécu en Espagne. Finalement, j'ai décidé de revenir au pays. On quitte le quai de pêche de Yoff, direction Rufisque, une autre localité de pêcheurs très frappée par ce phénomène. Ici, un autre candidat à l'immigration nous raconte sa mésaventure. Beaucoup de personnes volent le Nidougal. Je me rappelle toujours de notre rapatriement à Dakar. On était plus d'une 60aine. Une fois au pays, on nous avait remis 25 000 francs et des promesses de réinsertion. Mais depuis lors, on n'a rien vu. Jusqu'à présent. Parfois, il s'agit d'un périple humiliant pour rien, même si certains ont réussi à s'intégrer en Europe. Ceux qui échouent, par contre, font profil bas au pays et font face à la stigmatisation et à l'exclusion familiale. À mon retour, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Cette situation m'a fait beaucoup de peine car j'avais vraiment envie de réussir en Espagne et de soutenir ma famille. Mais hélas. Moi, j'avais mesuré l'importance d'un retour au pays. C'est plutôt mes proches qui ont plus souffert de ce retour au bercail. Mais aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison. Dieu merci. Et c'est cela qui fait qu'en général, l'individu, particulièrement donc les candidats malheureux, sont naturellement plongés dans une très profonde angoisse existentielle, avec donc des conséquences à la longue sur le plan mental, tel que le fait d'avoir des comportements dépressifs jusqu'à la démence, alors que la société, il lui suffisait simplement de soutenir l'individu, en tout cas moralement et psychologiquement, pour qu'il puisse s'en remettre. Donc il faudra, nous, ce que nous avons appelé relecture des perspectives. Il faudra l'éveil à la fois, la notion de teki et d'am. Donc tous ces facteurs-là, c'est tout cela qu'il faudra revoir. Il faudra un autre mode de société qui puisse, un contrat social qui puisse absorber toutes ces problématiques-là, afin que cette jeunesse se dise en fin de compte que notre avenir est ici et non en Méditerranée. Des candidats et des candidates tentent toujours de partir des côtes sénégalaises dans le but de trouver de meilleures conditions de vie. Pour résoudre les migrations irrégulières, les spécialistes recommandent d'adopter des mesures appropriées, comme celle évoquée dans le cadre du programme Nouvelles Perspectives de l'Union européenne, destiné aux médias dans la sensibilisation, mais aussi les objectifs du développement durable. Merci. Beau journée mondiale du livre, 23 avril, décalée cette année. Aujourd'hui, au 26 avril, la cérémonie s'est tenue au Centre culturel Blaise Senghor, cérémonie qui a réuni des amoureux des lettres, occasion donnée à Fatoumata Dialloba, auteur du roman Rouge Silence, d'échanger avec le panel qui était composé en majorité d'élèves autour de sa production, compte rendu Iboukan Lamine Diagne. Une assistance composée en majorité d'élèves, des hommes de lettres et acteurs du monde de l'édition. La richesse du livre est célébrée à l'occasion de la journée du livre, décalée cette année en raison de la fête de l'Aïd el-Fitr. Je pense que c'est une journée assez spéciale parce que nous avons invité un auteur du nom de Fatimata Dialloba qui a écrit Rouge Silence.
Souvent, nous célébrons des journées en ne tenant pas compte souvent des écrivains. Nous invitons des panélistes. Mais là, nous avons pris quelqu'un qui est dans son milieu et qui présente son livre à des élèves. Et dans le même temps et dans le même sillage, à Sokone, à Matam ou à Kaolack, nous avons également envoyé des auteurs qui feront le même exercice. Voilà, faire en sorte que les élèves rencontrent des auteurs en chair et en os, ce qui n'est pas toujours le cas quand on regarde la nomenclature des programmes qui sont enseignés dans notre pays. Fatoumata Dialloba a choisi cette occasion pour parler de son roman Rouge Silence avant d'insister sur l'importance du livre et de la lecture dans la conscientisation populaire et dans la promotion de valeurs citoyennes. Aller à la rencontre du public, c'est vraiment combien d'œuvres dorment dans les tiroirs. La lecture ouvre l'esprit, ouvre la porte du rêve, nous permet de nous échapper d'un quotidien quelquefois difficile et nous permet d'aller simplement rencontrer l'humanité des autres. Tous les acteurs du livre ont à peu près la même conception, la nécessité d'exhorter la jeunesse, notamment les élèves et les étudiants, à faire du livre et de la lecture leurs compagnons de tous les jours. Vraiment magnifique, importante pour nos élèves, pour nous éduquer, pour nous montrer dans quel chemin être. Et nous sommes honorés d'être là aujourd'hui. J'adore la lecture comme tout le monde. Et j'incite tout le monde à lire parce que lire, ça fait voyager, ça fait découvrir un autre monde. Et voilà, lisez, lisez et lisez. Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, comme pour dire que la lecture est un plaisir qui ne se donne pas, mais qui se prend. Fatoumata Dialloba, avec son roman Rouge Silence, a tenu en haleine ce public qui partage la passion du livre. Et la jeunesse saint-louisienne s'intéresse aux livres. Les jeunes fréquentent la bibliothèque publique à l'Institut français, mais depuis la Covid-19, la fréquentation est à la baisse. Reportage à Saint-Louis du Sénégal au Diop Fabib Sek. À l'Institut français de Saint-Louis, nous avons retrouvé à la bibliothèque plusieurs élèves assis tranquillement devant les tables de lecture. Beaucoup de jeunes viennent souvent ici pour acquérir de nouvelles connaissances. Et je lis parce que des fois je veux acquérir des connaissances parce que lire c'est vraiment intéressant pour avoir beaucoup de connaissances et tout. On trouve un plaisir, ça fait voyager, découvrir de nouvelles choses. De romans africains, donc j'en profite tant que je suis là. On y trouve plus de 12 000 ouvrages bien rangés sur les étagères, suffisant pour attirer le public saint-louisien, féru de la lecture. Mais depuis la pandémie de la Covid-19, la fréquentation a connu une baisse. Il y a une importante fréquentation au niveau des bibliothèques que nous on ressent, qui peut-être par rapport aux années précédentes avant Covid était un peu plus importante, mais qui revient. Et donc je dirais même pas que c'est parce qu'il y a un manque d'intérêt vis-à-vis du livre, parce que moi je vois tout à fait le contraire chez les jeunes notamment, mais on va dire que c'est tout simplement parce que des gens durant cette période-là ont développé de nouveaux centres d'intérêt. Pour pousser les jeunes à lire, l'Institut français a ouvert une plateforme dénommée Culture Tech, avec plus de 250 000 livres en ligne. Ça a permis maintenant aux professeurs, aux étudiants, aux élèves de pouvoir accéder à une masse d'informations et d'outils numériques, notamment les livres. Si vous voyez par exemple avec Culture Tech... Les Saint-Louisiens lisent beaucoup, mais avec les technologies de l'information et de la communication, beaucoup préfèrent utiliser leur smartphone pour lire au lieu de fréquenter les bibliothèques. Mais certains, très conservateurs, optent toujours pour le contact direct avec le livre. Oui, le toucher, rien que le toucher. Merci beaucoup, Ousseynou Diop. Dans l'actualité sportive, Jaraaf Snaps Excellence Casa Sport qualifié ce mercredi pour les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal et puis l'équipe nationale du Sénégal, médaille de bronze à la Coupe du Monde de roll-ball en Inde. L'effet saillant de l'actualité sportive, c'est avec Cher Sadibou Diarra. Démarrons par le football avec la suite des 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Après les qualifications de l'AS Pikine, Guédiawaye Football Club, Jamono de Fatick entre autres, l'ASC Jaraaf et Snaps Excellence de Thiès compostent leur ticket pour les 8e de finale en venant à bout respectivement de l'Olympique de Ngor et de Teungueth FC à l'issue des séances de tir au but. Le Casa Sport va être aussi au rendez-vous après sa large victoire devant l'UCC Saint-Louis 5-1.
Les 16e de finale de la Coupe du Sénégal se poursuivent ce jeudi avec 4 rencontres au programme, dont le derby thiessois, Stade de Mbour, Thiès FC. Pendant ce temps, pour le Sénégal, c'est une première réussite à la Coupe du Monde de roll-ball. Novice dans cette compétition, l'équipe nationale du Sénégal termine 3e de la 6e édition, tenue en Inde. Les Lions se sont adjugés la médaille de bronze en battant la Lettonie 8-5 dans le match pour la 3e place. Cette Coupe du Monde 2023 est remportée par le Kenya. La sélection africaine a battu en finale le pays hôte, Inde, sur le score de 7-4. Le Kenya réalise même un doublé en soulevant le trophée chez les dames. Terminons par l'athlétisme. Le Camerounais Ahmad Kalkaba Malboum demeure président de la Confédération africaine d'athlétisme. Il a été réélu pour un 6e mandat consécutif lors du 29e congrès de l'instance. À 72 ans, le président de l'athlétisme africain compte s'atteler pour son dernier mandat au développement de la puissance financière de l'instance et de la branche de la formation. Merci beaucoup, cher Sadibou. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant. Soir d'info, la suite avec Papa Abdoulader et son invité. Mais un peu plus tard, en deuxième partie de soirée, retrouvez Papa Nganjai dans son émission Faram Fatché qui reçoit aujourd'hui Adjimbergan Kanouté, vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Abdoukhafor Touré, DG de la CGIS, Mohamed Agib Dafé, député membre du groupe parlementaire, et puis Babacar Abambaye de Yewwi Askan Wi. Vous savez tout, restez avec Papa Abdoulader pour la suite des programmes, restez avec nous. Vous êtes au bon endroit, bonne soirée.